Chers amis, comme je vous avais promis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous entretenir de ce que j'ai appelé, dans le titre même de cette conversation, l'horrible tradition des crimes crapuleux au Cameroun. J'avais annoncé que je ferais de cette question importante l'objet de ma communication ce jour, afin d'attirer l'attention, non pas simplement de l'opinion nationale camerounaise, mais l'attention de tous les Africains, de tous les observateurs de la vie de cette nation camerounaise au cœur de l'Afrique centrale, sur ce qui est en train de s'y dérouler. Voilà, donc pendant cette heure-ci, je voudrais vous entretenir de ce que j'appelle clairement l'horrible tradition des crimes crapuleux au Cameroun. L'horrible tradition des crimes crapuleux au Cameroun. Je vais essayer d'expliquer en quoi c'est une tradition, pourquoi est-ce qu'elle est horrible, et quels problèmes elle pose aujourd'hui à la conscience intellectuelle, à la conscience morale et à la conscience même spirituelle de ce pays-là. Évidemment, je vous laisse d'abord venir, chers amis, afin de vous adresser les salutations usuelles, permettant par la suite de faire un petit exposé liminaire sur l'objet de notre conversation aujourd'hui, avant de recueillir vos observations et vos questions à ce propos. Donc voilà, je souhaite d'emblée donc la bienvenue à Rémi Conan. Je salue Geneviève Na. Je salue Ibrahima Traoré, cher Ibrahima, toutes mes amitiés. Je salue Fatoumata Diarra Togora, ma chère sœur. C'est un bonheur de vous avoir à l'écoute de cette conversation. Je salue Roger Bouloc, un brillant et brave citoyen du Cameroun, natif de ce même pays comme moi. Je salue Moussa Métan Camara. Je salue Gabriel Modjo Gomdjoum, qui d'ailleurs m'a fortement encouragé à m'exprimer quand j'ai annoncé que j'allais faire ce direct sur l'horrible tradition du crime crapuleux au Cameroun. Gabriel était très inquiet, c'est normal, c'est une preuve d'affection pour ma sécurité, parce que comme il me l'a dit aussitôt, par un petit commentaire Facebook, « Attention professeur, les coupables de ces crimes vont vous détester. » Mais Gabriel, si on n'en parle pas, si on ne parle pas de ce qui se passe au Cameroun, et qu'on prétende qu'on est un natif de ce pays d'une part, et d'autre part qu'on est intellectuel, c'est qu'on ne mérite ni le premier statut, ni le second. J'ai souvent défini l'intellectuel comme celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et rien ne regarde a priori l'intellectuel. Il pourrait se taire sur toutes les questions. Il pourrait se taire sur tous les sujets. Se taire, pourquoi? Parce que les puissants du moment lui interdiraient de parler. Se taire parce qu'il a peur pour sa sécurité, pour ses intérêts, pour sa vie. Il peut aussi se taire parce qu'il est lâche. Et parce qu'au fond, il aime bien s'intéresser aux questions pour lesquelles, en réalité, l'enjeu pour la communauté, la collectivité n'est pas important. Donc j'ai choisi de m'adresser aujourd'hui à la communauté de mes amis internautes, qu'ils soient camerounais, ouest-africains, nord-africains, européens, américains, peu importe d'ailleurs leur citoyenneté. J'ai décidé de parler aujourd'hui de l'horrible tradition du crime crapuleux au Cameroun. C'est une tradition qu'il nous faut regarder en face si nous voulons vraiment que les choses changent et que ce pays rejoigne résolument la sphère de l'état de droit et de la modernité au cœur de l'Afrique du XXIe siècle. Donc avant de donner mon exposé liminaire, je continue de saluer ceux qui me font l'amitié de rejoindre cette conversation. Je salue l'honorable Masogona Bamba, que j'invite à cette espèce de voyage dans mon pays natal, le Cameroun, même si ce n'est pas un voyage pour parler de choses très heureuses, mais enfin, il est important qu'on ouvre, qu'on décloisonne ces pays parfois fermés à l'opinion nationale et internationale à travers un certain nombre de problématiques.
Je salue Mohamedou Alpha, avec qui je partage cette appartenance native à la terre du Cameroun. Mon cher Mohamedou, que du bonheur. It's a pleasure to know that you will be following this speech, Mohamedou. L'un des plus américains de tous les Camerounais ces dernières années. Cher Mohamedou, c'est avec plaisir que je prendrai tes observations sur ce que j'appelle la tradition du crime crapuleux au Cameroun. Une tradition qui vient de sinistre date, vient de se manifester une fois de plus par l'assassinat évident et crapuleux de Monseigneur Jean-Benoît-Marie Bala, évêque de la ville de Bafia, au Cameroun. Donc, nous allons en parler. Il faut que nous nommions les choses comme elles sont, avec la mesure, la modération et la profondeur nécessaires pour provoquer la prise de conscience. Je salue Paul Roy Boyo. Bienvenue dans cette vidéo. Je salue Mélanie Ekwala. Chère Mélanie, bienvenue. Nous allons ici parler et de ce qui ne plaît pas et de ce pourquoi, eh bien, pendant des décennies, on nous a demandé souvent de nous taire. Je salue Amara Ouattara. Voilà. Je crois que vous êtes un certain nombre à être maintenant connectés. Il est 16h08 heure de France. Et c'est avec plaisir que je vais commencer justement mon exposé. Ce qui se passe au Cameroun et commence. Et c'est avec plaisir que je vais commencer justement mon exposé. Ce qui se passe au Cameroun. Vous me permettrez très brièvement. Voilà. Alors, je dis qu'au Cameroun, il y a une tradition funeste, une tradition dangereuse. Et cette tradition, c'est la tradition du crime crapuleux. Et l'une des raisons pour lesquelles l'opinion nationale et internationale a du mal à comprendre les Camerounais vient sans doute de l'ignorance de l'histoire souterraine, de l'histoire abyssale, de l'histoire subconsciente de la nation camerounaise. Je voudrais pouvoir aborder cette histoire subconsciente, cette histoire souvent inconnue, cette histoire qui n'est pas prise en compte pour comprendre ce que j'appelle pour ma part aujourd'hui une espèce de schizophrénie de l'opinion nationale et internationale camerounaise. D'abord, je dis qu'on peut constater aujourd'hui qu'il y a une espèce de schizophrénie de l'opinion nationale et internationale camerounaise. En quoi consiste-t-elle? Les Camerounais ne sont pas des fous. Il ne s'agit pas ici de jeter l'anathème sur le peuple de mon pays natal, mais c'est de dire que, en réalité, ce pays est malade. Comment se caractérise la schizophrénie? C'est malheureusement une maladie, bien souvent congénitale selon les spécialistes, qui se manifeste par le phénomène de la double personnalité. La double personnalité, c'est-à-dire le fait que dans la même personnalité peuvent cohabiter des pulsions totalement opposées et contraires, des identités totalement opposées et contraires. Je rappelle que le mot schizophrénie vient du grec schizein, phrène, schizein qui veut dire divisé, phrène qui veut dire esprit. Aujourd'hui, le peuple camerounais souffre du syndrome de l'esprit divisé. Comment se manifeste ce syndrome? C'est un peuple fortement cultivé et qui est très intéressé par la marche de la politique internationale. C'est un peuple qui a un avis bien souvent mûr et informé sur la politique française. C'est un peuple qui peut aller très loin dans le débat sur la politique américaine. C'est un peuple qui peut vous expliquer les contradictions de la politique chinoise. C'est un peuple qui est très versé dans la connaissance de la politique ivoirienne. C'est un peuple qui vous explique tout ce qui se passe au Gabon. Mais, paradoxalement, le peuple camerounais est ce peuple-là qui a été progressivement diverti et distrait de sa propre tragédie intérieure. Lorsqu'on donne la parole à des intellectuels, à des hommes politiques, à des religieux, à des chefs traditionnels du Cameroun pour parler du monde, ils en parlent librement. Mais quand on leur donne la même parole pour parler du Cameroun, eh bien tout d'un coup, leur parole est contrainte, elle est contrite, c'est une parole refoulée, c'est une parole bégayante, c'est une parole qui perd de sa fluidité. Pourquoi cette parole perd-elle de sa fluidité quand il faut parler du Cameroun? Pourquoi le Camerounais perd-il toute sa noblesse de caractère, toute sa puissance intellectuelle?
Pourquoi perd-il bien souvent toute sa verve? Pourquoi perd-il toute son énergie morale et éthique quand il faut parler du Cameroun? Eh bien, c'est pour cette raison que je choisis de vous exposer aujourd'hui, à la suite d'un livre que j'ai écrit en 2014, qui s'intitulait déjà Critique de la tragédie camerounaise. On peut se le procurer chez l'Harmattan à Paris. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une tradition qui explique cette espèce de contradiction camerounaise, cette espèce de schizophrénie collective qui fait que ce peuple-là est plus apte à parler de politique internationale que de politique intérieure, à se mobiliser pour des causes internationales suffisamment lointaines que pour des causes directes, immédiates, celles qui le concernent. C'est un peuple qui peut se mobiliser aisément pour la libération d'un prisonnier ivoirien, mais qui aujourd'hui a du mal à se mobiliser pour la libération de Camerounais anglophones, arrêtés par dizaines, par centaines, martyrisés, brutalisés, pour certains assassinés, et pour d'autres encore aujourd'hui, dans l'arbitraire de prison, au mépris total, et des procédures pénales du pays, et des règles en matière de droit international ou de droit humain. C'est un peuple qui peut fortement se mobiliser pour le lointain, et qui a perdu son énergie de mobilisation pour lui-même, pour le local. On en est même à penser que c'est un peuple qui, à la limite, a perdu l'amour de soi. L'amour de soi que je ne confonds pas avec l'excès narcissique, qui est en quelque sorte ici l'amour excessif de soi. L'amour de soi que le peuple camerounais est en train de perdre, c'est ce que j'appelle l'estime de soi, c'est-à-dire la revendication, la défense sereine et ferme et décidée de sa propre dignité dans le quotidien de sa vie interne. Mon hypothèse est donc que si le peuple camerounais, et notamment son élite intellectuelle, politique, coutumière, religieuse, si ce peuple-là a perdu progressivement la capacité de parler de lui-même, pour lui-même et par lui-même, c'est parce que dans ce pays s'est installé, depuis pratiquement la période de la traite des Noirs, une horrible tradition du crime crapuleux. Il est important que vous vous rendiez compte que ce comportement typique de l'opinion camerounaise, qui ne parle pas beaucoup du Cameroun, mais qui parle beaucoup de ce qui n'est pas du Cameroun, cette attitude typique vient du fait qu'il y a quelque chose de refoulé dans l'esprit collectif, dans la conscience collective camerounaise. Ce sont les morts de la traite des Noirs. Il n'y a pas encore eu de rituel d'exorcisme citoyen collectif suffisant de ce qui s'est fait à partir de la côte atlantique du Cameroun. L'exportation d'êtres humains, traités comme des choses dans le cadre du fameux commerce triangulaire entre le XVe et le XVIIIe siècle. Le peuple camerounais n'a pas encore donné toute sa dignité aux morts de la traite des Noirs. Il y a un certain nombre de monuments dans la région de la côte sud-ouest du Cameroun, mais il n'y a pas encore une tradition d'appropriation de la mémoire de dignité, par exemple, qui a été développée par les Sénégalais avec l'île de Gorée à Dakar. Deuxième vague. La terre du Cameroun est remplie de morts de l'épisode colonial. Des morts qui n'ont jamais été honorés, dans la mesure précisément où la République s'est construite littéralement sur les décombres reconstitués de la colonisation. Au Cameroun, l'espace public est encore dominé par la mémoire coloniale et non pas par la mémoire de la résistance anticoloniale. Si vous regardez l'histoire de la seule ville de Douala, si vous allez regarder la structure des monuments historiques dans les villes de Douala et de Yaoundé, vous vous rendrez compte que dans ces villes-là, les symboles les plus forts de la résistance contre l'oppression sont les symboles de la résistance coloniale française contre la domination nazie, contre la domination allemande. Ce ne sont pas les symboles de la résistance camerounaise contre la domination coloniale française ou allemande qui dominent l'espace public. Donc, en réalité, les morts de la résistance anticoloniale n'ont pas été honorés. Donc, c'est un peuple qui est en réalité là déjà doublement endeuillé. Là, je suis en train de vous parler du quintuple deuil du peuple camerounais, un deuil qui n'a pas été surmonté. Deuil de la traite des Noirs, non accompli, donc nous avons les morts de la traite et les disparus de la traite qui n'ont pas été rapatriés dans la mémoire de la dignité. Morts de la répression coloniale qui ne sont pas présents dans l'espace public camerounais, qui n'ont pas été monumentalisés,
à partir desquels une véritable conscience de la dignité de l'homme noir en général, de l'homme africain en particulier, et de l'homme camerounais singulièrement, eh bien, aurait pu être bâtie. Il y a une troisième phase. Il y a eu une longue guerre d'indépendance, en fait, un conflit entre les héritiers de l'ordre colonial français et ceux qui voulaient une indépendance radicale du peuple du Cameroun. Eh bien, il y a eu une très longue guerre qui a eu lieu entre 1955 et 1971 au Cameroun. Cette guerre n'a pas seulement opposé des Camerounais à l'armée française, qui était l'armée coloniale, à la suite notamment précisément du départ de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale. Quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale de 14-18, elle perd sa colonie du Cameroun. Cette colonie va être divisée en deux parties, par les Britanniques d'une part, qui vont donc avoir le Southern Cameroun, et d'autre part, les Français qui vont avoir ce qu'on appelle le Cameroun oriental. Ce sont ces deux parties-là, colonisées l'une par les Britanniques et l'autre par les Français, qui vont constituer ce qu'on appelle à partir de 1972 la République unie du Cameroun, après avoir constitué depuis 1961 la République fédérale. Et à partir de 1984 est décrétée par le pouvoir actuel la République du Cameroun tout court. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une guerre intercamerounaise entre le peuple camerounais majoritairement mobilisé autour de l'union des populations du Cameroun, de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, d'Osende Afana, et d'une part l'armée coloniale française accompagnée de supplétifs camerounais qui en réalité allaient conduire au pouvoir l'union camerounaise de M. Amadou Ahidjo, dont est issu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de M. Paul Biya aujourd'hui. Lui-même entré dans les meubles de l'État du Cameroun dès 1962. J'entre dans ces subtilités pour vous dire qu'il y a eu une guerre camerouno-camerounaise terrible. Les historiens pensent que cette guerre-là, dans laquelle certains Camerounais sont associés à l'armée française pour réprimer le mouvement indépendantiste, aurait coûté au bas mot 500 000 morts. Il n'y a pas dans l'espace du Cameroun la reconnaissance de ces morts, du crâne de ces morts. Ce sont des morts, de part et d'autre d'ailleurs, du conflit fratricide camerounais qui n'ont jamais été pleurés. Ceux qui ont perdu la guerre, la double guerre d'indépendance, celle de 1955 à 71, ont été appelés les maquisards. Par ce concept de maquis, on les a enfermés dans les forêts, les broussailles dans lesquelles ils s'étaient réfugiés pour revendiquer l'indépendance radicale du Cameroun. En les mettant dans le maquis, c'est-à-dire dans la forêt, dans la nature vierge, on a aussi décrété qu'ils ne seraient jamais véritablement réhabilités dans l'espace citoyen. Cette lutte de l'UPC contre cette partie du Cameroun qui, quant à elle, acceptait les conditions de la décolonisation française, mérite d'être documentée. Les morts de cette lutte, que ce soit du côté de la résistance UPCiste pour l'indépendance radicale du Cameroun, ou du côté des Camerounais qui avaient pris fait et cause pour la renégociation du pacte colonial avec la France, tous ces morts méritent en réalité d'être salués. Ils méritent d'être réinhumés. Et le Cameroun n'a pas fait ça. Dans cet exposé par esquisse que je suis en train de faire, je viens de vous dire, les morts de l'esclavage, le Cameroun ne les a pas pleurés. Les morts de la colonisation, le Cameroun ne les a pas pleurés. Les morts de la décolonisation et de la guerre d'indépendance, le Cameroun ne les a pas pleurés. Donc le Cameroun a pris une habitude, pratiquement sur 3 siècles à 4 siècles, de ne pas honorer ses morts, de ne pas reconnaître ses tragédies, et par conséquent de ne pas tirer des leçons des drames par lesquels il est passé. Vient la troisième vague. À partir des années 80, va apparaître en particulier une nouvelle espèce de mort. Les morts, en réalité, qui sont victimes d'une élimination en raison de leur revendication d'un certain nombre de droits. Revendication en matière de transparence de la gestion de l'État, revendication en matière de respect du pluralisme et des libertés démocratiques, revendication en termes de respect de la liberté de conscience et de la liberté de croyance. À partir des années 70-80 au Cameroun, des disparitions d'hommes et de femmes en très grand nombre commencent à avoir lieu. Ces disparitions sont souvent organisées sous forme de crimes crapuleux, dont on voit très bien que ce ne sont pas des meurtres de bandits pour voler de l'argent, ce ne sont pas des meurtres de bandits pour s'emparer de tel ou tel bien de leurs victimes, ce sont des meurtres délibérés pour faire taire des hommes, faire taire des femmes. Et par conséquence, installer à l'intérieur du subconscient et de la mémoire du peuple du Cameroun la peur.
la crainte d'être à son tour éliminé. Cette crainte d'être à son tour éliminé étant le fondement de l'émasculation du peuple camerounais. À partir des années 80, qu'est-ce qu'on va observer? Il y a globalement 3 grands groupes de la population camerounaise qui vont être frappés. Ces groupes, ce sont bien sûr les intellectuels. Des disparitions d'intellectuels, des emprisonnements d'intellectuels, des éliminations d'intellectuels, notamment à partir de l'assassinat de Mpondo, ce grand ingénieur pétrolier qui met le doigt dans l'accaparement des ressources pétrolières du Cameroun, déjà à l'époque de la présidence de M. Ahidjo. Il disparaît et aucune enquête n'a jamais pu établir qui l'a tué. Il est massacré littéralement avec sa famille. Cette tradition de la terreur va également frapper un deuxième corps qui est très important. C'est bien sûr le corps des opposants politiques. Les opposants politiques, bien sûr, bien souvent se retrouvent dans les prisons de Tcholiré, de Dongamantoum, de Yoko. Ils sont amenés progressivement, précisément, à disparaître de l'espace du pays, à aller et à se réfugier définitivement dans l'exil, ou alors à se convertir à la vulgate et à l'idéologie au pouvoir. De nombreuses disparitions d'opposants politiques vont commencer, une fois de plus, donc, à être perpétrées à partir de là. L'une des plus spectaculaires en date, c'est celle de 2008. En 2008, en plein carrefour Ndokoti à Douala, mon camarade Jacques Tiwa se faisait abattre par une soldatesque qui lui reprochait simplement d'être à la tête d'un groupe de manifestants qui demandaient que les prix des produits de première nécessité, que ces prix soient ramenés à une taille raisonnable. Jacques Tiwa est abattu et jusqu'à ce jour, personne n'a été jugé pour avoir abattu cet homme devant ses amis en plein carrefour Ndokoti à Douala. C'est une tradition qui date de la répression des manifestations des années 90 pour l'instauration du multipartisme aussi. De nombreux opposants politiques sont abattus dans ces conditions. C'est une tradition qui passe par le moment scabreux, ce moment scabreux des disparus de Bépanda à la fin des années 90. Les disparus de Bépanda, c'est un groupe de jeunes gens qui sont soupçonnés délibérément par les forces de répression du pouvoir d'être à la tête d'un groupe séditieux et qui sont éliminés et dont on ne saura jamais pourquoi ils ont été tués. Donc il y a une tradition d'élimination des opposants politiques. Élimination physique ou alors contrainte à l'exil, ou alors emprisonnement. Elle est installée. Et cette tradition est devenue pratiquement une norme. La chose la plus marquante encore dans cette tradition du crime crapuleux au Cameroun, c'est que cette tradition va frapper en particulier l'Église. L'Église catholique. L'Église catholique, on le sait, est l'émanation quand même d'une autorité séculière, c'est le Vatican. Le Vatican est un État du monde. Le pape est un chef d'État. Mais l'Église catholique, c'est également un lieu dans lequel la conscience collective, en réalité, vient se ressourcer. Parce que c'est une Église qui promeut les valeurs universelles du christianisme, que sont la fraternité, l'égalité, l'amour entre les hommes. Et bien souvent, les prêtres se trouvent être les refuges de la conscience universelle, partout dans le monde. On l'a vu avec les théologies de la libération en Amérique latine, et bien au Cameroun aussi, de nombreux prêtres, de nombreux grands prélats ont porté bien souvent la parole émancipatoire, la parole de vérité, la parole de justice du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis les années 80, une succession sans fin d'élimination de prélats, de sœurs catholiques, s'est poursuivie à travers le territoire du Cameroun. Je vous donne quelques dates. Je vous donne quelques dates. En 1991, en août 1991, dans la ville de Djoum, ce sont les sœurs Germaine et Marie-Léone qui sont assassinées. Sans motif. Elles sont exécutées froidement. En 1991, précisément le 3 septembre, c'est Monseigneur Yves Plumet, un prêtre français qui avait pris sa retraite dans le nord du Cameroun, à Marsa, qui est exécuté. En 1988, c'est l'abbé Joseph Mbassi, dans la nuit du 24 au 25 octobre, en plein Yaoundé, qui est assassiné, sans aucun motif. Je rappelle que pour tous les cas que je viens de citer, aucune enquête n'a jamais établi pourquoi ils ont été tués, qui les a tués. En 1995, le 23 avril, c'est le révérend père Angelbert Mveng qui est retrouvé assassiné dans sa chambre, près de Yaoundé. On observe
l'assassinat de Monseigneur Jean Kounou et de l'abbé Materne Bikoa, déjà en 1985. On observe, dans la nuit du 20 au 21 avril 2001, Kondongo, l'assassinat de l'abbé Apollinaire Claude Ndi. On observe, en mai 2017, l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Joseph-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia. Il y a donc une tradition d'élimination froide de prélats au Cameroun. Prélats qui se trouvent toujours être des gens qui ont tenté de tenir une parole de justice, de vérité pour tous. Tradition d'élimination d'opposants politiques au Cameroun. Opposants politiques qui se trouvent être des gens qui ont tenté de se battre pour obtenir un État de droit pluraliste, un État inclusif, un Cameroun véritablement citoyen pour tous. On observe de très longue date une tradition d'élimination ou de contrainte d'intellectuels à l'exil. La grande purge des années 90, en vertu de laquelle des gens comme moi se sont retrouvés sur les routes, est l'une des marques déposées du régime. Je rappelle que dans les années 90, près de 200 étudiants furent définitivement exclus de toutes les universités camerounaises. De même que tous les étudiants qui, de près ou de loin, avaient suivi ou avaient voulu prendre en compte les mots d'ordre du syndicat du Parlement des étudiants camerounais qui se battaient, bien sûr, pour l'avènement réel du pluralisme et d'un multipartisme efficace au Cameroun. Donc, j'ai voulu faire d'abord cet exposé préliminaire pour vous dire, depuis la traite des Noirs, en passant par la colonisation, en passant par la guerre d'indépendance, en venant à la lutte pour la démocratie, et jusqu'à ce jour, il y a au Cameroun une tradition, c'est d'empêcher la réalisation de l'état de droit par la terreur ciblée. Terreur ciblée contre tous ceux qui, de près ou de loin, revendiquent la transparence dans la gestion de la chose publique. Terreur ciblée contre tous ceux qui dénoncent les pratiques grossières, obscènes et perverses du pouvoir. Terreur ciblée contre tous ceux qui peuvent représenter à un moment donné pour la population l'espoir d'un changement qualitatif, d'une amélioration du cadre de vie collectif des Camerounais. Terreur ciblée contre tous ceux qui sont capables de produire les idées permettant de faire prendre conscience de cela. Il y a donc une espèce de paralysie intérieure du peuple, des citoyens du Cameroun, par la peur d'être à son tour inscrit dans la liste rouge de ceux qui, de fait depuis la nuit des temps, donnent la mort, ciblés à leurs adversaires ou à leurs ennemis déclarés, sans jamais, mais alors d'aucune façon, rendre compte. Tout cela se traduit aujourd'hui au Cameroun par la prédominance, par la prépondérance d'un certain nombre de pratiques qui sont le témoignage de cette schizophrénie, de cette contradiction intérieure. Au Cameroun, on a battu ces 20-30 dernières années les records de sacrifices humains. Des sacrifices humains sont devenus des pratiques ordinaires auxquelles recourent des citoyens, soi-disant pour accumuler des énergies psychiques et métapsychiques leur permettant de réaliser par ailleurs des choses dans le domaine de l'argent, du pouvoir ou du sexe. On observe au Cameroun, ces 30 dernières années, la montée en puissance de ce qu'on peut appeler la contre-religion. Et la contre-religion, c'est l'utilisation de tout le symbolisme positif des religions, que ce soit la religion juive, la religion chrétienne ou la religion musulmane, cette fois-ci dans le cadre de pratiques de domination, dans le cadre de pratiques de destruction psychique d'autrui. L'espace du Cameroun est même devenu un lieu où des sociétés initiatiques respectées en Occident, comme la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix, sont devenus des espaces de contre-initiation, où des pratiques abominables se font, soi-disant au nom de l'acquisition d'une dimension spirituelle ou de pouvoir surnaturel. Le Cameroun est devenu un grand espace de capture sexuelle des hommes et des femmes par des élites utilisant ces pratiques, qui ont donc bien souvent été dénoncées par des prélats et des intellectuels courageux de la société camerounaise. On utilise
désormais la différence sexuelle comme un moyen de domination sexuelle. On utilise désormais la transgression sexuelle comme un moyen pour aliéner, pour inféoder, pour fidéliser aux pratiques ténébreuses du pouvoir. Et chaque fois qu'il y a un meurtre d'homme, que ce soit un meurtre de prêtre, un meurtre d'intellectuel, un meurtre d'opposants politiques, il y a une espèce de léthargie, de peur sur la cité qui s'empare de l'âme camerounaise. Cette léthargie, cette peur sur la cité qui tient les Camerounais en otage depuis pratiquement les indépendances jusqu'à ce jour, va se traduire par leur prolixité quand il faut parler des affaires des autres. Je reviens à la clé de ce que je vous disais au départ. Qu'est-ce qui explique la schizophrénie camerounaise? Qu'est-ce qui explique que ce peuple soit très féru de politique internationale? Qu'est-ce qui explique que ces intellectuels soient capables de vous décrire avec précision ce qui se passe aux États-Unis et de prendre position, ce qui se passe en France et de prendre position, ce qui se passe en Côte d'Ivoire et de prendre position, ce qui se passe au Gabon et de prendre position. Et quand il faut en venir à ce qui se passe au Cameroun, comment expliquer qu'ils se taisent? Voici pratiquement 2 semaines que l'un des plus crapuleux assassinats de prélats a été perpétré au Cameroun. L'autopsie a révélé qu'il s'agit d'un assassinat doublé de perversion. On sait aussi que celui qui a été assassiné portait la cause de la vérité, de la justice, de l'égalité et de la fraternité entre tous les Camerounais, entre tous ceux qui vivent au Cameroun, entre tous les hommes. Avez-vous noté combien de prises de position de ces intellectuels, de ces élites camerounaises, brillantes dans des prises de position à propos de tout dans le monde? Avez-vous noté combien de prises de position ils ont daigné esquisser? Où sont les déclarations de Mme Calix Beyala sur l'horrible tradition des assassinats et des crimes donc crapuleux au Cameroun? Où sont les déclarations de M. Charles Onana sur l'horrible tradition des assassinats crapuleux au Cameroun? Où sont les déclarations de ces intellectuels camerounais forts en thème quand il faut aborder les questions de politique internationale, de politique intérieure d'États étrangers, et qui disparaissent lorsque se perpètre sous nos yeux, avec la chair de nos frères et de nos sœurs, la même ignominie qui vient des 5 siècles de domination que l'Afrique a subi. J'ai donc voulu prendre la parole pour dire, chaque fois que vous ferez face à des élites politiques camerounaises, des élites intellectuelles originaires du Cameroun, des élites religieuses originaires du Cameroun, des élites traditionnelles originaires du Cameroun, demandez-leur ce qu'elles ont fait de l'horrible tradition du crime crapuleux au Cameroun. Nous avons là un critère pour vérifier le degré d'humanité, le degré de santé mentale de ceux qui portent une parole au Cameroun, de ceux qui parlent à partir du Cameroun, ou qui, étant originaires du Cameroun, parlent du monde. Il y a un bon critère pour mesurer leur degré de santé morale, de santé psychique. Demandez-leur ce qu'ils ont à dire de l'horrible tradition que je viens de vous décrire. Le crime crapuleux est jamais enquêté et jamais condamné contre les opposants politiques. Le crime crapuleux, jamais enquêté, jamais condamné contre les individualités, les personnalités religieuses qui essaient de porter le combat. Le crime crapuleux contre tous ceux qui, de près ou de loin, représentent des forces de prise de conscience, des forces de changement, des forces d'ouverture et de modernisation de l'espace politique camerounais. C'est donc une tradition, et c'est une tradition à laquelle les Camerounais doivent s'atteler pour retrouver une certaine normalité. Pour sortir de la schizophrénie camerounaise dont j'ai parlé au départ de cette conversation, il va être nécessaire que le peuple, les associations, avec l'aide de la communauté internationale, se donnent les moyens de faire respecter le droit des gens au Cameroun. Il faut déjà que nous prenions conscience, en tant que natifs du Cameroun, que la contradiction dont nous sommes faits vient de cette incapacité d'affronter la terreur
qui nous a été inculquée dès notre bas âge par cette succession de crimes crapuleux que je viens de décrire. Il faut que nous prenions conscience que c'est en se donnant la main avec la majorité de nos compatriotes, quelles que soient leurs origines ethniques, religieuses, et même quelles que soient leurs idéologies politiques au sens moderne du terme, c'est en nous donnant la main que nous pouvons créer une civilisation de la dignité au Cameroun. Une civilisation où des hommes, pendant des décennies, ne peuvent pas être assassinés sans que jamais, mais alors jamais, il n'y ait l'ombre d'un procès envers ceux qui sont auteurs de leur disparition. Si nous ne pouvons pas affronter cette tradition au Cameroun, aucune modernisation de l'espace politique camerounais n'est possible. Aucune modernité politique n'est possible si le peuple camerounais, les citoyens camerounais, les associations issues du peuple camerounais ne peuvent pas faire face à l'horrible tradition du crime crapuleux au Cameroun. Et je voudrais insister sur ce critère pour évaluer ceux-là qui, à partir du Cameroun, ou venant du Cameroun, parlent si aisément des questions politiques d'autres pays. Pour avoir de l'aisance, pour parler de la France, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de l'Amérique, pour parler du Burkina Faso, il faut avoir la même aisance, messieurs, mesdames, pour parler du Cameroun. Il faut avoir la même aisance pour dénoncer l'horreur qui balaie à la porte de nos ancêtres et qui vient d'emporter Monseigneur Bala, évêque de Bafia, connu pour sa dénonciation justement de cette lugubre tradition. C'est cet appel que je voulais lancer. Appel au peuple camerounais, appel aux intellectuels du Cameroun, appel aux religieux camerounais, toutes religions confondues, appel à tous ceux qui sont véritablement dans la quête spirituelle du bien, du beau, du juste et du vrai au cœur du Cameroun et ailleurs, pour que, comme un seul homme, nous acceptions de faire la mutation qualitative nécessaire à la naissance d'un état de droit qui mettra fin à cette longue tradition crapuleuse. Longue tradition du crime crapuleux au Cameroun. Alors, pour cela, il y a des étapes. C'est déjà pas normal que, depuis pratiquement 30 ans dans ce pays, on assassine des gens et à aucun moment, il n'y a une mobilisation populaire, transpartisane. Devant l'assassinat crapuleux de Monseigneur Bala, des Camerounais, qu'ils soient du RDPC, de l'UPC, du SDF, quelle que soit d'ailleurs leur affiliation politique, devraient se lever comme un seul homme pour obtenir que vérité et justice soient faites. Devant l'assassinat crapuleux de tous ceux qui ont disparu et pour lesquels vérité et justice n'ont jamais été faites, les Camerounais doivent apprendre à se transcender. Parce que ce dont il est question, c'est en réalité le destin collectif. Tant qu'on n'est pas capable d'avoir des mobilisations citoyennes transversales pour protéger les uns et les autres de l'arbitraire, de forces obscures qui bien souvent sont au service du pouvoir, tant qu'on n'est pas capable de le faire, eh bien tout ce qu'on fera en termes de politique sera purement cosmétique. Il y a donc là à dominer sa peur, à transformer cette peur en amour et en espérance. Il y a aussi à étudier des sociétés qui ont connu de telles traditions et à voir comment elles s'en sont sorties. Il y a enfin à s'associer, à se rassembler et à mettre en place des mécanismes de sensibilisation, de mobilisation, d'éducation à la dignité et au respect de la personne humaine. Je pense que c'est ce double travail de mobilisation citoyenne et d'éducation politique et spirituelle qui va permettre au peuple camerounais et à son élite de sortir de ce que j'ai appelé, dès le départ de mon exposé, la schizophrénie camerounaise contemporaine. En quoi consiste la schizophrénie camerounaise contemporaine? C'est que le Camerounais, le peuple camerounais est soumis à la terreur de la plus horrible tradition du crime crapuleux depuis des décennies. Il n'est pas capable de l'affronter. Par contre, il est très prolixe, il est très volubile quand il faut parler des affaires des autres. Si tu veux, peuple camerounais, intellectuel camerounais, religieux camerounais, politique camerounais, parler au monde, les yeux dans les yeux, prends l'habitude de balayer sérieusement à ta porte. On ne peut pas être un peuple complètement soumis au quotidien à la terreur, un peuple apeuré, un peuple craintif, un peuple incapable d'être le meilleur défenseur de lui-même, et par ailleurs être celui qui a, bien sûr, voix au chapitre dans les affaires de tous les autres peuples, plus qu'eux-mêmes.
Il ne s'agit pas ici d'inviter les intellectuels camerounais, l'élite camerounaise, à un principe de non-ingérence dans les questions politiques étrangères. Ce principe-là n'a aucune valeur, puisque j'ai dit dès le départ que l'intellectuel, c'est celui qui se mêle des affaires qui ne le regardent pas. Mais il s'agit d'inviter mon peuple natal, mon peuple natif, les intellectuels du Cameroun, les hommes politiques du Cameroun, les religieux du Cameroun, tous ceux qui peuvent porter une parole camerounaise, à respecter ce que j'appelle le principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est de vouloir que la vérité et la justice aient lieu chez vous d'abord. Et, bien sûr, à partir de l'exemplarité de votre combat chez vous, que cela ait lieu ailleurs. On ne peut pas vouloir le bien ailleurs et le mal chez soi. Je ne peux pas vouloir le bien ailleurs et le mal au Cameroun. Je ne peux pas vouloir que l'état de droit triomphe ailleurs en Afrique en oubliant qu'il devrait triompher aussi, et peut-être même d'abord, dans mon Cameroun natal. Faisons cet effort de cohérence. Dénonçons ensemble l'horrible tradition du crime crapuleux au Cameroun. Chers amis, c'était mon propos introductif. J'ai essayé de faire une fresque historique pour vous faire prendre conscience de ce que j'ai appelé le soubassement psychique de la duplicité camerounaise contemporaine. J'espère avoir éclairé certaines de vos lanternes, mais s'il y a des points de mon exposé qui vous paraissent flous, n'hésitez pas à présent à me poser des questions. Cela étant, je vais prendre conscience de ceux qui nous ont rejoints depuis un moment et leur souhaiter la bienvenue. Je salue donc Amara Ouattara, je salue Sissé Saindou, mes salutations à Lewembele Traoré, mes salutations à Georges Francisco Mukombi, mon vieux pote de l'université d'Yaoundé. Je salue Aladji Omar Sissé, je salue Minou Cristal, ce magnifique cristal de femme, pleine de créativité, pleine de vie et d'énergie pour tout ce qu'il y a de positif dans notre Afrique contemporaine. Salut Minou. Je salue Moribas Sanogo. My dear Evenudo, I hope you have followed my speech. Now I'm waiting for your questions. Maybe you have some. Je salue Gottlieb Malone, sans doute depuis le Canada. C'est un plaisir. Je salue Djenebou Traoré. Je salue mon beau-frère Chifolo Siloué, qui est époux de Camerounaise et par conséquent qui est fort concerné par l'horrible tradition du crime crapuleux au Cameroun dont je viens de parler. Je salue Thérèse Muriel Zezetagou Eliaka. Bien des choses à toi Thérèse et à toute ta famille. Man Motongando, depuis la côte est des États-Unis. Bien des choses à la maisonnée. Bien des choses à la famille Man. Je salue Traoré Malo. Je salue Stéphanie Raphaël Mouton. Et son petit bout de chou qui grandit chaque année. Bien des choses Stéphanie, et bien des choses dans Nord. Je salue Jules-Marie Kémajou, qui est un géographe et historien et bon connaisseur de notre pays natal et de l'Afrique contemporaine. J'espère qu'il a été intéressé par mon appel à la cohérence de nos intellectuels, de nos politiques, de nos religieux camerounais, qui bien souvent brillent par leur absence et par leur silence quand des crimes crapuleux se commettent d'année en année chez nous, mais qui retrouvent aisément le verbe, effectivement, quand il faut participer aux joutes oratoires sur les affaires des autres. Voilà, donc je salue Mustapha Rahman Ibn Mara. Je salue Mustapha Rahman Ibn Mara. Je salue bien-aimé Sadrak Yembel, mon cher bien-aimé Sadrak, cher cadet, c'est un bonheur de savoir que tu as suivi ce direct. Je salue Sanagou des Valeurs. Je salue Poupina Masso. C'est un bonheur, Poupina, de vous voir ici. Je salue Jean-Yves Nguessan, Vanessa Balou. Je salue Marie-Claire Hanin et toute la famille en Île-de-France. Voilà, donc, je suis preneur à présent de questions éventuelles que vous aimeriez poser sur cette tradition, sur cette fameuse tradition et cette lugubre tradition du crime crapuleux au Cameroun. Je crois avoir clairement montré que le crime crapuleux au Cameroun a pour objectif de maintenir la société camerounaise prisonnière par la terreur, par la peur, et donc prisonnière de l'ordre politique existant, de l'ordre économique existant.
la tradition des crimes crapuleux que j'ai décrite est une tradition de domination par la terreur et par la peur. Et c'est cette terreur et cette peur qui expliquent la double personnalité et du peuple et de ses élites, qui bien souvent brillent à s'exprimer librement dans des affaires qui ne les concernent pas immédiatement, et à s'exprimer de manière cafouilleuse quand il s'agit de parler de leur propre tragédie. J'ai bien expliqué ce principe dans mon livre de 2014, Critique de la tragédie camerounaise. Si vous pouvez le retrouver, ce livre-là a été publié en 2014, il est disponible chez l'Harmattan et commandable même en version électronique sur le site de l'Harmattan ou de la FNAC. J'explique cette problématique qui permet aux gens de comprendre la contradiction camerounaise. C'est que le même assassinat d'évêque, s'il a lieu à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous réussirez à faire parler pratiquement, s'il y a 25 millions de Camerounais, il y en a 15 millions qui vont parler d'un évêque qui mourrait à Korogo. Mais quand c'est un évêque qui meurt à Bafia, il n'y a même pas une manifestation à Bafia pour demander la vérité sur la mort de l'évêque. Cette contradiction typiquement camerounaise, l'incapacité à faire corps avec la souffrance nationale, vient de cette dictature de la terreur psychologique. La terreur psychologique. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette terreur détermine les comportements et les libertés que les gens s'accordent sur d'autres sujets. Si vous voyez les médias camerounais s'exprimer sur ce qui se passe dans le reste du monde, vous aurez l'impression que ces médias se déploient dans un espace totalement démocratique. Changez de sujet, et vous allez voir que les mêmes médias deviennent muets comme des carpes, les mêmes intervenants médiatiques, je pense à des personnalités comme M. Banda Kani ou M. Jules Ndiaoué, tous ces gens-là deviennent littéralement des bégayeurs médiatiques quand il faut parler du Cameroun, en direct, sur les chaînes camerounaises. D'où vient cette peur? Mais cette peur vient de l'horrible tradition du crime crapuleux, dont ils savent qu'ils peuvent être victimes. Victimes dans, littéralement, l'indifférence feinte de la majorité. Les Camerounais n'ignorent pas que c'est cette tradition qui les fait taire, que c'est cette tradition qui les empêche de faire foule. Mais ils font semblant de ne pas le savoir. Ils font semblant, à ce moment-là, d'être libres. Alors précisément qu'ils savent que le gros de leur liberté a été confisqué par cette violence psychologique subtile, mais ô combien puissante, qui, de décennie en décennie, a été inscrite dans le psychisme de ce peuple. Pour ma part, j'ai choisi, dès le milieu des années 90, le pari de la cohérence. Je dénonce au Cameroun, je dénonce dans les questions camerounaises ce que je dénonce dans les questions internationales. Je ne fais pas deux poids, deux mesures. J'appelle à prendre au sérieux l'homme où qu'il soit dans le monde et à considérer que le droit des gens de résister contre ceux qui les dominent n'est pas seulement valable là où je suis né ou là où j'ai été adopté, mais partout sur la terre. Je pense qu'il y a, pour être intellectuel, cette obligation de cohérence. Voilà, donc je serai bien preneur de vos questions. Oui, mon cher Christian Bourdon, merci beaucoup de dire que c'est un langage très courageux et véridique. En fait, j'exerce simplement là ce que j'appelle un devoir d'humanité. Rendez-vous compte que si en tant qu'intellectuel, si en tant que natif du Cameroun, qui peut avoir une parole, je ne dis rien, rendez-vous compte que ça veut dire que je deviens coupable, je deviens complice de ceux qui ont fait ça, de ceux qui ont tué Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala de manière aussi crapuleuse, de ceux qui ont tué Monseigneur Plumet, de ceux qui ont tué Monseigneur Vin, de ceux qui ont tué tous ces abbés qui portaient la parole émancipatoire de mon pays. En me taisant, je risque d'être complice de cela. Et en étant complice de cela, j'entre dans la contradiction. C'est-à-dire précisément dans une espèce de schizophrénie qui veut que je serai très libre pour parler des affaires des autres et très prisonnier pour parler de mes propres affaires natives, de la terre qui m'a donné la vie à travers père et mère, de la terre qui m'a donné un nom, de la terre qui m'a donné littéralement une appartenance au monde. Comprenez? Donc merci, cher Christian Bourdon, de reconnaître qu'ici, percer l'abcès, c'est simplement être humain. Voilà, donc on a un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Patriarche Gérard Ayangma qui dit « Les élections auront lieu en 2018, venez déposer votre candidature
au lieu de gêner les gens avec vos commentaires. Voilà, Patriarche Ayangma fait partie de ceux qui méprisent toutes les victimes de la tradition des crimes crapuleux au Cameroun. J'ai exactement ici un très bon modèle de ce type de personnage. Ok, j'ai une question, celle de Hervé Noudot. Hervé Noudot dit, Dear Prof, your exposé resonate perfectly with me and to many extents converges to my understanding of our beloved Cameroon and the way out of this age of darkness that do not seem to end. My question is, how do we go about getting our fellow compatriots to even talk about the national issues when we are almost criminalized by our own whenever we try to raise issues? Alors, la question d'Hervé est très claire. Comment on fait précisément pour mettre en œuvre ce changement qualitatif, pour sortir de la dictature, de la terreur, de la peur d'être tué, comme Monseigneur Bala, comme Monseigneur Vin, comme Monseigneur Labé Mbassi? Comment on fait pour en sortir? Ben, il n'y a pas, there is no other solution that putting our energies together, my dear Hervé. Putting our energies together is thinking together like what we are doing now. Thinking together is acting together too. We need to organize ourselves in associations. We need to organize ourselves by the help of non-governmental organizations about human rights. We need to organize ourselves so that those who are doing those murders, those who are those criminals since many, many decades, will be one day called into court. They will be asked to respond about their actions. We need to organize so that there will be a true transition to full democracy in Cameroon. We don't have any other choice than to fight for a true democracy in Cameroon, than to fight for a true justice, and then to strengthen our national links, our fellowship, so that the regime and his murderers will be unable to kill people so without being punished, without being arrested or judged. Donc ma réponse à Hervé, c'est que c'est dans la construction acharnée de l'état de droit, c'est dans la lutte pour la transition du système politique camerounais vers un état de droit moderne, véritable, que va se jouer la sortie de la dictature de la terreur. La peur, justement, de cette horreur du crime crapuleux qui est instrumentalisé pour emprisonner psychiquement et intérieurement les Camerounais. On n'a aucune autre façon de faire. Et ici, moi j'ai toujours appelé à la nécessité de continuer d'organiser une résistance citoyenne républicaine, qui aurait pour but de contraindre le régime camerounais actuel à accepter précisément des règles de jeu démocratiques et politiques inclusives pour tous, et bien sûr, dans ce cadre-là, à une transition vers un état de droit qui va rendre impossible la perpétuation de cette tradition du crime. C'est donc la transition politique au Cameroun qui est la clé de passage vers un changement qualitatif où la justice, la gendarmerie, la police seront capables de poursuivre et de contraindre ceux qui assassinent. Et dont personne n'ignore bien souvent qu'ils sont partie prenante des allées du pouvoir. Donc voilà la réponse que j'apporte volontiers à cette question ici. Mustapha Rahman Ibn Mara nous fait remarquer que Charles Onana est un perdu irresponsable. Il ne vit que de ses enveloppes, etc. Non, c'est beaucoup plus que cela. Que Charles Onana écrive sur le Rwanda, sur le Soudan, franchement, je n'ai pas d'objection à faire sur le fait qu'il écrive sur le Rwanda, le Soudan ou la République démocratique du Congo. Je demande seulement qu'il écrive aussi sur le Cameroun. On ne peut pas être originaire du Cameroun, comme Charles Onana, avoir produit tout ce travail d'investigation sur les traditions criminelles d'ailleurs, et n'avoir alors produit zéro travail sur les traditions criminelles du Cameroun. Et sur la plus odieuse tradition criminelle qui soit au Cameroun, celle que je viens de vous décrire, et qui est héritière et de l'ordre colonial et de l'ordre de la traite des Noirs. Je ne suis pas ici allé au détail pour décrire la manière dont les personnes dont nous parlons ont souvent été tuées. Elles sont tuées dans des conditions absolument crapuleuses, avec des destructions perverses de leur corps physique, destructions qui sont en réalité des messages adressés aux autres Camerounais, qui sont supposés avoir peur de subir ce qu'on a fait subir aux autres.
Allez voir comment a été assassiné le père Engelbert Vin. Allez voir comment a été assassiné Monseigneur Bala. Allez voir comment a été assassiné Monseigneur Plumet. Vous reconnaîtrez la signature d'un ordre de la terreur qui tient le peuple camerounais en otage. Et qui fait que le peuple camerounais est bavard pour ce qui concerne, bien sûr, des affaires éloignées, et muet pour ce qui concerne son propre destin. Au lieu d'aborder ce problème avec moi, des citoyens comme Patriarche Gérard Ayangma, que je lis ici sur l'une de mes tablettes, sur l'un de mes réseaux Facebook, viennent au contraire me demander, à moi, intellectuel camerounais qui dénonce cette situation-là, de me taire et de me joindre à la curée, de faire comme eux, de laisser se perpétuer la tradition d'élimination systématique, violente et perverse de citoyens camerounais, sans jamais que les coupables ne soient ni identifiés, ni punis. Comment, pendant 30 ans, peut-on avoir éliminé tous ces gens-là sans que personne, mais alors jamais personne, ne soit jugé? Quel est ce système judiciaire qui peut laisser éliminer une trentaine d'ecclésiastiques qui se trouvent avoir porté la parole de vérité et de liberté à un moment donné, sans jamais qu'il y ait de sanctions? Quel est ce système politique? Quel est ce système judiciaire? J'ai posé à un moment donné cette question à un de mes amis internautes sur Facebook. Le Cameroun est-il encore une société humaine? Sommes-nous encore une société humaine? Si des choses comme celles qui sont arrivées à Monseigneur Bala peuvent arriver, sans déclencher en nous une mobilisation. Sur des violences, si des violences comme celles qui se sont abattues sur nos compatriotes du Cameroun anglophone peuvent avoir lieu, alors que les voix qui portent le plus parmi notre peuple se taisent, qu'elles soient au Cameroun ou dans la diaspora, si cela est possible, est-ce que nous sommes encore des êtres humains? Pour savoir si un peuple est humain, il faut voir comment il mène ses deuils, il faut voir comment il traite ses prisonniers, il faut voir comment il traite ses enfants, il faut voir comment ce peuple traite ses malades. Et enfin, il faut voir comment ce peuple traite ses vieillards et ses étrangers. Voilà quelques critères très simples pour savoir si un peuple se porte bien sur le plan du degré d'humanité. Et si on prend les critères que je viens de vous donner, j'en ai donné 5. Comment ce peuple traite-t-il ses morts? Comment ce peuple traite-t-il ses enfants? Comment ce peuple traite-t-il ses prisonniers? Comment ce peuple traite-t-il ses malades? Comment ce peuple traite-t-il ses étrangers? Comment ce peuple traite-t-il ses vieillards? Si vous prenez simplement ces 5 critères, vous allez vous rendre compte que le peuple camerounais est en réalité tombé dans une phase d'infra-humanité. Il est tombé dans une phase d'infra-humanité parce qu'il a été littéralement contraint à un refoulement psychique intérieur. On lui a appris à refouler le malheur qui le frappe et à se défouler sur des malheurs qui ne le frappent pas. Et voilà pourquoi c'est un peuple qui est très libre pour parler du monde et très prisonnier pour parler de soi. Le peuple camerounais, je le répète, est un peuple très libre pour parler du monde et très prisonnier pour parler de soi. Et c'est ce qui se manifeste à travers des interventions comme celle de M. Gérard Ayangma. Gérard Ayangma qui me dit, par exemple, pendant que nous sommes en direct, venez sur place et revendiquez. Alors ça, c'est un langage crypté camerounais. Quand quelqu'un vous dit venez sur place et revendiquez, c'est-à-dire venez, on va vous tuer. Ou venez, on va vous blesser. Et comme ça, vous allez bien voir que vous avez eu tort de revendiquer. Bon, alors, Gérard Ayangma, la réponse à un argument est-elle la blessure ou le meurtre? Voilà l'expression de cette tradition qui tient le Cameroun en otage. J'ai ici, en dialogue avec vous, sur l'une des pages Facebook, un certain monsieur Gérard Ayangma qui représente ce mode de pensée. Quand il y a un désaccord intellectuel, un désaccord juridique, un désaccord moral dans ce pays, il y a des Camerounais qui pensent que la solution, c'est précisément blesser, tuer, emprisonner, exiler. Ce sont eux les véritables complices de la tradition horrible du meurtre crapuleux au Cameroun. Regardez comme ils s'expriment. Nous avons l'occasion d'en voir un. Or, il faut que vous mettiez bien dans votre esprit que tous les Camerounais ne se sont pas laissés aliéner par cette tradition de terreur psychologique. Tous les Camerounais ne sont pas habités par la haine et la peur
que le régime aime inspirer. Il y en a qui œuvrent et qui travaillent patiemment pour l'avènement d'une autre civilisation politique. J'en suis. J'aide pour ma part à tourner la page courageusement de cette politique de la peur, de cette politique de la terreur qui, précisément et malheureusement, a trop duré. Je suis pour la transition du Cameroun vers une civilisation politique de la dignité. Et cette transition va se faire par les mobilisations citoyennes. Elle va se faire par les associations. Elle va se faire avec l'aide des amis de bonne volonté du Cameroun. Elle va se faire avec le courage du peuple camerounais de guérir lui-même la souffrance psychique qu'il s'est infligée jusqu'ici en s'abandonnant à la dictature de la terreur et de la peur. Car en fait, le peuple camerounais est prisonnier de sa propre peur. Il ne faut pas avoir peur. Les dirigeants d'un pays quelconque sont toujours une minorité. Un peuple correctement éduqué n'a pas à avoir peur de ses dirigeants. Les dirigeants devraient au contraire, quand un peuple est bien éduqué et bien conscientisé, les dirigeants devraient apprendre au contraire à avoir peur de leur peuple. C'est cette inversion qu'il faut préparer par la mobilisation. Et si j'ai fait aujourd'hui, si j'ai fait cette communication, c'est pour dire à ceux qui n'ont pas peur qu'ils ne sont pas seuls. Pour dire aux Camerounais, anglophones, francophones, don't worry, we are together. We need to change this country, to change the mentalities, to change the spirit of fear and terror. We need to transform that spirit into a true hope of justice, of right and peace in a non-violent political civilization. Donc je crois en cela. Et je fais partie de ceux qu'on n'intimide pas. Pour la toute bonne et simple raison que je suis solidaire de l'écrasante majorité de mon peuple, de l'écrasante majorité des êtres humains, qui n'aspirent qu'à ne pas être tués de cette façon, qui n'aspirent qu'à ne pas être martyrisés de cette façon. Personne ne peut vouloir, personne ne peut souhaiter à un être humain ce qui est arrivé à Monseigneur Bala. On devrait se mobiliser pour trouver et punir ceux qui ont fait cela. C'est cette mobilisation qui nous guérira justement de cette prison de la peur et de la terreur, et non l'inverse. Voilà. So, Hervé Nudo, you say you are afraid because our people have lost most of their sense of humanity. Look how they jump across dead bodies of Ezeka to go celebrate the National Football Cup final, just 1 week after the drama. Absolutely. You have just given a good example. Au Cameroun, à cause de la négligence du gouvernement et de la toute-puissance de certaines multinationales qui se croient tout permis, une tragédie a fait disparaître pratiquement 100 à 150 Camerounais selon un certain nombre de statistiques. La fameuse tragédie ferroviaire des Ezeka. À peine les a-t-on pleuré que déjà, on était dans l'euphorie d'une Coupe d'Afrique, certes gagnée avec beaucoup de panache, mais qui à aucun moment n'a permis de prendre conscience du fait que nous étions schizophrènes comme peuple. Puisque très peu de ceux qui se réjouissaient pendant cette Coupe d'Afrique se souvenaient que des Camerounais, par dizaines, par centaines, avaient laissé leur vie dans les négligences du régime, dans les négligences de ce même gouvernement, qui par ailleurs est complice, anime et vit de la peur et de la terreur instillée et infligée aux Camerounais. Donc oui, we'll have to fight against that schizophrenia. There is a problem of schizophrenia in Cameroon. If we cannot heal that problem, if we cannot stop that disease, we will not be able to build a true democracy there. On ne peut pas être un peuple de dignité et d'humanité en restant otage d'une tradition de terreur. Je le dis et je le répète. Et cette vidéo avait pour but de dénoncer et de faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas la psychologie camerounaise que c'est cette tradition de terreur profonde, de peur profonde, qui est à l'origine de ce double langage de nos élites, qui est à l'origine de leur espèce de volubilité quand il faut parler de questions lointaines et de mutisme
quand il faut parler de questions intérieures. Je vous ai donné des exemples. Je connais quelqu'un ici à Paris, par exemple, qui ne passe pas une semaine sans écrire un papier sur les questions ivoiriennes. Monsieur Théophile Kouamouo. Voilà un très brillant journaliste qui n'a jamais consacré les meilleures heures et les meilleures œuvres de sa vie à la description de ce qui se passe au Cameroun. Mais M. Kouamouo est né de père et de mère camerounais, devenu citoyen adoptif de France. Mais comment peut-on être intellectuel, comment peut-on être un homme de communication et ne pas accorder du temps à ce qui se passe dans son propre pays natal? Comment est-ce possible? Comment peut-on assumer cela? Je dis qu'il y a là une véritable tragédie du bon sens et une véritable tragédie de l'humanité. Voilà. Donc je salue la connexion de M. Jean Blaise Gouette, qui vient donc de nous rejoindre. Jean Blaise Gouette, je crois savoir, est l'un des candidats à la future élection présidentielle du Cameroun. Et je profite de cette tribune pour lui dire, mon cher aîné, Jean Blaise Gouette, vous avez fort à partie. Parce que il s'agit pour vous de mettre fin à une tradition. Celle que j'ai décrite dans cette vidéo, c'est la tradition, l'horrible tradition du crime crapuleux au Cameroun. Quand vous proposez à la magistrature suprême du Cameroun en 2018, est-ce que vous vous rendez compte que vous devrez avoir à affronter, à changer, à stopper la tradition du crime, l'horrible tradition du crime crapuleux au Cameroun? Mon cher Jean Blaise Gouette, c'est un défi extraordinaire. Oui, la catastrophe ferroviaire des ECA a fait plusieurs centaines de morts. Le gouvernement a voulu les réduire à la centaine, voire à la limite à 150, mais on sait aujourd'hui que cette catastrophe a frappé un nombre incalculable, en réalité, de familles, puisque quand on monte à 500 morts, vous pouvez imaginer que chacun appartenant à 2 ou 3 familles à la fois, eh bien, c'est un deuil national camerounais qui aurait pu, normalement, durer 1 mois. Vous avez vu ce que le régime a fait dans le Cameroun anglophone. Comment les Camerounais de la partie anglophone ont été brutalisés, certains assassinés, et d'autres encore aujourd'hui prisonniers. Qu'est-ce qui explique l'indifférence de l'écrasante majorité des autres Camerounais quand cela se passait? Cette indifférence s'explique aussi par la paralysie psychique de ce peuple dominé par la terreur, par la peur de la mort violente que vient de connaître Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il n'y a pas de hasard. Si vous voyez ce peuple paralysé comme cela, quand il faut faire face à ses propres problèmes, c'est parce que ce peuple a été pris par l'intérieur. Il a été paralysé par l'intérieur. Je parle même d'une émasculation psychique. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui veulent diriger le Cameroun à court ou long terme ont un travail de libération, d'émancipation psychique à mener. Et j'ai dit que ce travail commencera par les sépultures dignes à donner aux morts de la traite des Noirs, les sépultures dignes à donner aux morts de la colonisation, les sépultures dignes à donner aux morts des 2 parties de la guerre d'indépendance qui a opposé des Camerounais, qui a opposé des Africains, même si certains d'entre eux bénéficiaient du soutien de l'armée française. Et il nous faut donner une sépulture digne aux morts de la lutte pour la démocratie au Cameroun. Enfin, donner une sépulture digne à tous ces citoyens courageux, comme les prélats, dont j'ai cité quelques cas, ont en réalité perdu leur vie sur la route de la liberté, sur la route de la dignité. Pour guérir le peuple du Cameroun de cette situation, pour guérir le peuple du Cameroun de ce mal-être, de ce malaise, de cette contradiction intérieure, pour le guérir de tout cela, il va falloir absolument organiser ces grands exorcismes nationaux et mettre en place des systèmes juridiques, des systèmes de défense des droits humains qui soient imbattables. Théo, je pense qu'il faut que tu me laisses finir ma vidéo et après je viens à toi. Va voir ta sœur, bonhomme. Oui, va le demander à ta sœur. Elle te le donnera. Tu me laisses finir? Merci, bonhomme. Voilà. Je m'excuse. J'avais à gérer la présence de Théo qui revendique un chewing-gum. Vous voyez, chacun a ses problèmes. Voilà.
Donc, chers amis, je vous remercie. Je vous remercie. Naomi, est-ce qu'on peut donner un chewing-gum à Théo? Naomi. Oui, s'il te plaît. Tu sais très bien que je suis en direct dans ma vidéo, Naomi. Il n'est pas nécessaire que Théo se mette à pleurer maintenant. Voilà, donc je suis à l'écoute de vos questions, mes chers amis. Je gère entre-temps quelques problèmes d'intendance. Je gère quelques problèmes d'intendance avec mon petit Théo qui a des revendications immédiates et urgentes. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, je les prends volontiers. Je vous remercie en tout cas déjà pour celles qui ont été posées. Voilà. Très bien, je continue de regarder. Oui, alors donc, Fatoumata Diarra Togora dit, avec raison, la vérité rougit, mais les yeux, la vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas, hein, dit l'adage. Merci professeur de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Merci Fatoumata. Et merci aux uns et aux autres de penser à partager la vidéo de cette conversation. Car ne l'oubliez pas, c'est de bouche en oreille, c'est de bouche à oreille que le monde change aujourd'hui. Et vous voyez, avec vous, je viens de tenir une réunion publique sur la situation politique du Cameroun. Et vous avez vu intervenir tout à l'heure quelqu'un comme mon compatriote et frère aîné, patriarche Ayangma. Vous voyez qu'avec des gens comme cela, tenir une réunion publique au Cameroun est un problème. S'ils sont sous-préfets, s'ils sont commissaires de police, s'ils sont magistrats, eh bien une réunion, une simple réunion comme celle que je tiens aujourd'hui avec vous sur Facebook ne serait pas possible. Au Cameroun, les réunions publiques sont fortement perturbées. Elles sont l'objet d'intrusions, d'agressions de la gendarmerie et de la police qui empêchent les citoyens de s'exprimer sur toutes sortes de questions d'intérêt national. Malheureusement, ce que les dictatures n'ont pas prévu, c'est que la science et la technique sont aussi au rendez-vous de la liberté. Elles ne servent pas seulement à renforcer les dictatures quand elles s'en servent, elles servent aussi à renforcer les moyens de contestation. Eh bien aujourd'hui, il est possible de tenir une réunion internationale sur les crimes crapuleux au Cameroun sans être censuré par qui que ce soit, simplement parce qu'on est là sur le réseau international de communication planétaire. Il faut que les peuples africains s'approprient ces moyens pour assumer les nouvelles formes de la liberté. Et j'apprécie énormément cette possibilité que j'ai, à cet instant précis, de m'adresser à des gens qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, en Allemagne, en Chine. C'est extraordinaire. Rendez-vous compte de la possibilité qui nous est ainsi offerte. Elle est juste extraordinaire. Faisons-en un très bon usage. Donc pour dénoncer, pour déconstruire cette funeste tradition du crime crapuleux au Cameroun, je vous prie de bien vouloir partager la vidéo de cette conversation. Et je suis encore là pour 2-3 minutes pour prendre quelques-unes de vos questions. Ah, il est déjà en réalité 17h15, j'ai débordé de 15 minutes le temps que j'avais prévu. Si d'autres questions ne se posent pas, il me plaît de remercier à présent tous ceux qui se sont associés à cette conversation cybernétique, les remercier pour l'effort qu'ils voudront bien faire de la diffuser, mais aussi pour les questions, les observations, mais aussi peut-être aussi les réflexions que cette conversation leur a inspirées. Voilà, à tous mes pensées les meilleures. Alors, en effet, mon ami Gérard Ayangma ne décolère pas. Gérard, patriarche Gérard Ayangma, il ne faut surtout pas faire de crise cardiaque. Hein. On est juste dans un espace qui est celui de la liberté. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait habitué à cela. Puisque vous dites, Facebook vous a sauvé, vous pouvez faire des directs, vraiment. Trop pathétique pour ceux qui veulent libérer le pays, mais sont à l'étranger avec leurs enfants. Mais qui vous a dit que
je n'ai pas de famille au Cameroun. Qui vous a dit que je ne vais pas au Cameroun quand je veux? Je vais au Cameroun quand je veux, patriarche Ayangma. Si vous tapez Franklin Nyamsi au Cameroun, vous allez voir mes interventions dans les chaînes de télévision au Cameroun et dans lesquelles je parle aussi librement qu'ici. Si vous allez sur Amazon.fr ou sur le site de la FNAC, vous allez aussi trouver Patriarche Ayangma, vous allez aussi trouver, bien sûr, mes livres, y compris mes positions sur le Cameroun. Si vous allez dans la presse camerounaise depuis pratiquement 20 ans, vous trouverez mes articles. Je me suis toujours exprimé. Hein? Je me suis toujours exprimé. Vous voyez? Voilà quoi. Je me suis toujours exprimé. Donc, je ne vois pas pourquoi vous vous étranglez de rage. Hein? Tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Hein, il y a des limites à votre prétention d'empêcher les autres de s'exprimer. Il y a des limites à votre prétention d'empêcher les autres d'être libres. Et là, je suis en train de vous en donner une preuve. Vous voyez? Mais je dis que au Cameroun aujourd'hui, je dirais exactement la même chose. J'espère que ça ne vous rendra pas fou. Oui, je pense que ça serait peut-être plus intéressant pour vous, en effet. Venez de temps en temps sur mes pages, appréciez ce que c'est qu'un citoyen libre. Ça vous changerait un peu. Voilà. En tout cas, j'ai été content de la conversation avec vous, patriarche Gérard Ayangma, parce que c'est exactement, vous êtes exactement le prototype de citoyen à l'esprit complètement divisé, hein, à l'esprit bifide, comme celui des Janus Bifas de la mythologie grecque. Vous êtes exactement le genre de citoyen que je voulais mettre en perspective. Merci d'être venu. Vous avez servi de très bons spécimens pour la démonstration que je voulais donner. Donc à la prochaine, hein, à la prochaine. N'hésitez pas à venir. Patriarche Gérard Ayangma, vous serez toujours le bienvenu. Avec vous, on va pouvoir avoir un sparring partner. Voilà. Absolutely. Gérard Ayangma is only extenuating his loss of any sense of humanity and reality. Absolutely. Hervé, you have just understood who is that Gérard Ayangma. But Gérard Ayangma is also the specimen of what many Cameroonians have become. He is just a prototype of what many Cameroonians have now become. They have become monsters. They cannot recognize the suffering of somebody else. They are not more able to think the alterity of the suffering. They are not able. So this is the problem. When you see so many people unable to think that somebody else can suffer, that man cannot have the right to kill somebody else like that, when you see so many citizens unable to recognize that, you might know that there is something in their psychical structure that has been destroyed by terror, by fear, and by lies. This is a very, very interesting specimen of the kind of citizen I was talking about. So, thank you so much. Alors, Gottlieb Malone, ce serait un débat beaucoup plus vaste. Pourquoi est-ce que je n'ai pas déballé ces propositions à l'UPC, mais plutôt que de claquer la porte? Mais non, c'est un autre débat. Ce n'est pas pour ces raisons que je me suis séparé d'une certaine organisation UPCiste. Il faudrait peut-être que je fasse une autre vidéo sur les partis politiques camerounais et moi. Mais ce sujet n'est pas la pomme de discorde avec certains membres du mouvement UPCiste. Donc Gottlieb, je promets de revenir sur mon rapport, mon analyse des partis politiques camerounais dans un autre cadre. Je pense que sur ce que j'ai dit ici, globalement, l'essentiel de l'opposition authentique du Cameroun se reconnaîtra. À moins que l'on parle ici d'une opposition qui elle-même a déjà été bien sûr corrompue par les pratiques du pouvoir et qui les reproduit en son sein. À ce moment-là, elle trouvera que j'ai fait fort de dénoncer l'horrible tradition du crime crapuleux qui règne au Cameroun.
et qui explique tous les comportements camerounais, tous les bégaiements camerounais, toutes les incapacités camerounaises. Voilà. Voilà mes chers amis. Donc à présent, je vous prie de bien vouloir partager la présente conversation. Je remercie nommément maintenant tous ceux qui se sont connectés. Donc Ibrahima Traoré, Moussa Metan Kamara, Fatoumata Diarra Togora, Gabriel Modio Gomjoum. Mon cher Gabriel, j'espère que j'ai tenu le pari de parler sérieusement des choses qui, d'une certaine manière, effraient de nombreux Camerounais. Je salue Mélanie Ekwala. Je la remercie d'avoir suivi cette conversation et de bien vouloir la partager. Je salue mon frère Mohamedou Alpha, avec qui j'ai toujours le bonheur d'échanger. Je salue Sissé Saindou, depuis la place de Paris. Je salue Lewembele Traoré, avec ses amis de la tribu Zoulou. Je salue mon vieux pote Georges Francis Kouo Mukombi. Et je le remercie d'avoir suivi ce direct. Je salue Minou Kristail. Je salue Moriba Sanogo. Merci à Hervé Nudo et à tous les amis de la côte est-américaine que je retrouverai bientôt. Je salue Gottlieb Malon. Mes remerciements à Djenebou Traoré Thiam, à Chifole Siloué, à Thérèse Muriel Zezet-Agou, à Motongando et à toute la famille sur la côte est des États-Unis, à Traoré Malo, mes remerciements à Stéphanie, Raphaël Mouton, à Jules-Marie Kemajou. Je m'attendais à ce qu'il me pose une question, Jules-Marie. Mais là, comme je ne parle peut-être pas de Côte d'Ivoire aujourd'hui, Jules-Marie, tu ne vas pas me poser de questions. À Mustapha Rahman Ibn Mara, à bien-aimé Sadrak Yembel, en le chargeant de saluer toute ma famille, toutes mes tantes, et ma tante et ses enfants. Mes salutations à Sanagou de Valeur, à Poupina Masso, à Jean-Yves Nguessan, à Vanessa Balou, à Marie-Claire Anna, à Christian Bourdon. Merci Christian d'avoir accompagné cette conversation. Toutes mes salutations au patriarche Gérard Ayangma, malgré toute la violence et la virulence avec laquelle il s'est attaqué à moi, mais il est victime d'un système, je le comprends. Merci à tous. Merci à tous. Merci à Ouba Ali Mohamed, mon camarade et mon ami et mon frère, du cœur de Ngaoundéré du Cameroun. Merci à tous. Et merci donc à Jean-Blaise Gouet, à qui je souhaite bon vent pour sa candidature à la présidence de la République du Cameroun en 2018. Il n'y a pas de raison de ne pas tenter de proposer des solutions alternatives au Cameroun. Je regarde pour ma part, bien sûr, cette élection avec une espèce de prudence et de circonspection dont je parlerai dans une autre conversation. Merci à Roger Bouloc, à Gottlieb Malone, à Aboubakar Koulibaly, merci à Tiefigné Koné et à tous ceux qui ont rejoint cette vidéo. Je vous dis au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Portez-vous bien.